Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde. Bonjour l'Asie, bonjour l'Océanie, bonjour l'Europe, bonjour notre mère Africa, Katiopa, Kemet, Afrique Bantou. Bonjour et bonsoir à nos Amériques, nos Antilles, notre Haïti, Tribu Lévi, bonjour et bonsoir. Bienvenue pour ce tout nouveau numéro où nous allons faire suite à travers l'épisode qui concerne Haïti, dont nous avons déjà vu près de 5 émissions. Et la toute dernière, nous avons commencé à parler de la révolution haïtienne à la guerre de l'indépendance de 1791 à 1804. Et comme nous l'avons déjà mentionné, au cours de cette phase, nous allons parler de plusieurs épisodes qui concernent la guerre. Les guerres en général, pour ne pas dire la guerre, c'est les guerres. Et c'est ce qui nous amène maintenant à parler de quelque chose de très important dans cette phase où nous allons parler des 3 dernières guerres, les 3 dernières batailles, disons mieux, les 3 dernières batailles pour arriver à l'indépendance d'Haïti. C'est la guerre Ravina-Couleuvre, la guerre de la Crête à Pierrot et la plus importante guerre que l'humanité a connue, qui n'est autre que la guerre de la bataille de Vertières. La bataille de Vertières. Cette bataille qui a libéré l'humanité du joug de l'esclavage physique, qui n'est autre qu'un signe marquant de la liberté totale et définitive qui doit arriver bientôt. Aujourd'hui, parmi ces 3 batailles dont nous parlons, Crête à Pierrot la deuxième, Vertières la troisième, nous allons commencer par la toute première qui c'est la bataille de la Ravine à Couleuvre. Il faut rappeler que dans le cadre de cette lutte, de cette guerre, la première bataille a été gagnée par les Français. C'est la bataille qui a commencé, disons, depuis le 2 février avec l'arrivée de l'éclair, 2 février 1802, qui par la suite va aboutir jusqu'au 23 février 1802. On va passer à la deuxième guerre, la Crête à Pierrot, du 4 mars au 24 mars 1802. Et au final, la toute dernière bataille va être la bataille du 18 novembre 1803. C'est la toute dernière bataille pour libérer l'humanité. C'est en 1797, ça c'est en guise de rappel. Comme nous l'avons dit dans ce qu'on avait vu, l'épisode qu'on avait vu déjà, nous allons approfondir ça à travers ces 3 guerres, ou ces 3 batailles. Mais en guise de rappel, c'est en 1797, par le traité de Ryswick, que l'Espagne concède à la France la partie occidentale de l'ancienne Hispaniola pour les Espagnols, qui devient Saint-Domingue pour les Français. Cette île qui a été envahie par Christophe Colomb en 1492, l'exterminateur Colomb, l'envahisseur Colomb, qui donne désormais à cette île avec les Français par ce traité, on dit que ça devient Saint-Domingue. La culture de la canne à sucre puis du café font la fortune de la colonie française, où prospère une classe de grands propriétaires blancs.
Saint-Domingue est alors la colonie la plus riche des Antilles, de toute l'Amérique ou du système colonialiste grâce à un sol fertile et un climat idéal qui produit sucre, café, cacao, indigo, tabac, coton, ainsi que certains fruits et légumes pour la métropole, soi-disant la France. Pour cultiver ces plantations et en l'absence d'un flux migratoire suffisant en provenance d'Europe, le commerce des Européens à travers la traite négrière apporte sur l'île des milliers d'esclaves venus d'Afrique occidentale qui rapidement deviennent la population la plus nombreuse de l'île avec 500 000 personnes en 1789. Entre ces deux groupes sociaux et raciaux se développe peu à peu une classe de mulâtres ou d'esclaves affranchis, socialement inférieure aux blancs, mais jalouse de sa distinction vis-à-vis des esclaves noirs. Le système colonial fonctionne tant bien que mal avant que la déflagration n'éclate en écho aux événements qui secouent la France à partir de 1789. Au bout du chemin, c'est une nouvelle nation qui voit le jour. C'est une nouvelle nation qui voit le jour. La première république noire du monde devient Haïti. Parole de David et François. Maintenant, nous allons entrer dans, comme nous l'avons vu en profondeur, dans ce qu'on appelle la révolution haïtienne, qui est une vraie révolution par rapport à la révolution française, qui n'est autre qu'une utopie. Les échos de la révolution française qui parviennent dans l'île remettent rapidement en cause ce fragile équilibre social. Les nouvelles qui arrivent de métropole soulèvent en effet l'enthousiasme dans la colonie. Si les colons blancs cherchent la liberté du commerce et les mulâtres l'égalité politique avec les blancs, les esclaves aspirent à la liberté tout court. Dès l'automne 1789, la Déclaration des droits de l'homme qui proclame que l'ensemble des nègres libres, l'ensemble des hommes libres sont égaux en droit, entraîne les blancs qui ne peuvent tolérer cette égalité dans l'opposition vis-à-vis de Paris. Mais quand en mars 1790, l'Assemblée constituante retire aux mulâtres le droit de jouir de cette égalité des droits, ces derniers se rapprochent des Noirs qui organisent une grande révolte qui éclate le 21 août 1791 sous la direction de Douty Boukman. En 1793, quand les révoltés noirs seront définitivement maîtres de la colonie, les commissaires civils envoyés par la métropole Santonax et Paul Vérel décident d'abolir l'esclavage dans l'île 6 mois avant que la Convention ne vote cette abolition pour l'ensemble des colonies. Vous entendez? Pour l'ensemble des colonies. Du chaos qui emporte alors Saint-Domingue, entre révolte des esclaves, invasion britannique et espagnole, conspiration royaliste des colons, émerge un dirigeant noir, en la personne de Dominique François Toussaint, que les Blancs appellent l'ouverture. L'affranchi Toussaint est un de ces chefs de guerre qui dirigent les révoltés. Mais alors que certains s'allient à l'Espagne qui déclare alors la guerre à la France, l'ouverture choisit alors le camp de la France. Il combat les adversaires de la République, repousse les Espagnols et chasse les Anglais qui se sont emparés en 1794 des principaux ports de la colonie. En 1796, il est le maître de l'ensemble de l'île de Saint-Domingue sur lesquelles il établit son pouvoir. En 1798, les dernières troupes britanniques quittent l'île. En 1798.
après la paix revenue, la colonie retrouve sa prospérité sous l'autorité de Toussaint Louverture, nommé lieutenant-gouverneur et commandant en chef par la France. Ce dernier a réussi à évincer toute autorité française de la colonie. Mais il prend des initiatives qui choquent le nouveau maître de France en la personne du premier consul Napoléon Bonaparte. Ainsi, Toussaint envahit en début de 1801 la partie occidentale de l'île où la souveraineté espagnole a été cédée à la France par le traité de Bâle en 1795. Surtout, il promulgue une constitution qui, si elle ne proclame pas l'indépendance, donne une large autonomie à la colonie. Dans ce texte, qui réaffirme l'abolition de l'esclavage, Louverture devient gouverneur général à vie et organise une milice devant rassembler l'ensemble des hommes de 14 à 55 ans. Mais ce qui irrite particulièrement Bonaparte, c'est que Toussaint promulgue cette constitution sans lui demander son accord. Pourtant, pendant ce temps, l'Europe s'apaise. L'Europe s'apaise. Nous allons accentuer sur ça beaucoup pour vous. Au début de 1801, la France fait la paix avec l'Autriche, puis avec la Russie. La Grande-Bretagne se retrouve alors isolée et après la chute de William Pitt, les Anglais se décident enfin à entamer des négociations avec les Français qui aboutissent le 1er octobre 1801. À noter cette date. Ça veut dire à partir du 1er octobre 1801, la France n'était plus en guerre en Europe. Parce que il s'est réconcilié avec la Russie, avec l'Autriche et finalement avec les Anglais. Donc la France n'était plus en guerre. Pour ceux qui disent que la bataille de 18 novembre 1803, la France était en guerre. Non. Toutes les forces de la France étaient concentrées sur les colonies, notamment en Haïti. Et pour dire, ce n'était même pas la France seulement, c'était toute l'Europe, parce que tous ces gens sont devenus des alliés pour mater la révolution, pour garder les colonies, parce que les Anglais voulaient que cette question de abolition d'esclavage, nous l'avons vu, les Anglais avaient dit, pas question de abolition d'esclavage. Bonaparte peut dès lors se consacrer à rétablir son autorité et celle de la France sur ses colonies, et particulièrement sur Saint-Domingue, qui était la plus importante économiquement. À partir du 1er octobre 1801, après avoir traité avec les Anglais, Bonaparte consacre toute son énergie, toute son autorité pour reprendre les colonies. La fin des combats en Europe permet en effet de pouvoir consacrer des troupes pour réaliser ce destin, ce dessein. Je reprends ceci pour vous. La fin des combats en Europe permet en effet de pouvoir consacrer des troupes pour réaliser ce dessein. La France n'était plus en guerre lorsqu'il s'est fait humilier en Haïti. Il n'était plus en guerre en Europe. Le retour des Français et l'expédition Emmanuel Leclerc. Bonaparte a choisi le général Charles-Emmanuel Leclerc, le mari de sa sœur, de sa jeune sœur Pauline, pour rétablir son autorité sur Saint-Domingue. Il lui donna avant son départ un ensemble d'instructions secrètes. Il doit d'abord promettre, c'est là, on dit c'était un ensemble d'instructions secrètes. Quoi qu'on dise sur les mulattes, il faut qu'on soit sincère en même temps. Si ces instructions étaient secrètes, ça veut dire Rigaud, Pétion, Boyer qui étaient embarqués dans cette expédition n'avaient aucune connaissance de ces instructions secrètes. Donc voilà pourquoi par la suite ils vont se retourner contre la France pour supporter Dessalines dans la bataille pour l'indépendance. On doit être sincère. Il doit d'abord, parmi ces instructions, il doit d'abord promettre aux dirigeants noirs des responsabilités dans une île dominée par les Français.
Puis, après s'être ainsi assuré le contrôle de la colonie, il doit arrêter et expulser les dirigeants noirs, en particulier Toussaint Louverture. La troisième et dernière étape de ce plan doit permettre de désarmer tous les Noirs avant de restaurer l'esclavage et l'état colonial. Les clercs doivent donc d'abord se concilier Louverture, le maître de l'île, en lui confirmant certains pouvoirs et surtout le maintien de la liberté pour tous les anciens esclaves. Le premier consul confie également à son beau-frère, à savoir Napoléon confie également à son beau-frère le commandement d'une troupe de plus de 30 000 soldats au départ, pour faire face aux 15 000 hommes de l'ouverture de Toussaint. La flotte qui doit conduire le corps expéditionnaire est commandée par Louis Villaret de Joyeuse. Les 21 frégates et 35 navires de ligne de l'expédition quittent le port de Lorient, Brest et Rochefort le 14 décembre 1801 avec 8000 hommes à bord. À ce stade, il faut rappeler que la Hollande a donné 14 bateaux, 14 flottes pour entrer dans. C'est pourquoi je vous ai dit, c'était même pas la France, c'était toute l'Europe. La Hollande avait donné 14 bateaux à Bonaparte. Le 14 février 1802, l'escadre du comte amiral Ganthaume quitte Toulon avec 4000 hommes. Le 17 février, c'est de Cadiz que part l'escadre du colonel amiral Linois avec 2000 hommes. Plusieurs autres convois suivent qui transportent des renforts pour Saint-Domingue, soit au total plus de 30 000 soldats. Une fois arrivé au large des côtes de l'île de Saint-Domingue, la flotte se retrouve dans la baie de Samana, où Villaret de Joyeuse arrive le 29 janvier 1802, suivi par Latouche-Tréville. Sans attendre le reste de la flotte, les navires présents se séparent pour permettre à l'infanterie de s'emparer des villes de la côte. Le général François-Marie de Serra de Kervesso doit ainsi prendre le contrôle de Santo Domingo, qui est la capitale de la République dominicaine actuelle, et le général Jean Boudet de Port-au-Prince, la capitale de la République d'Haïti actuelle. Dans l'île, quand Toussaint apprend l'arrivée de la flotte française, il donne l'ordre à ses lieutenants, Christophe dans le nord, Jean-Jacques Dessalines dans l'ouest et La Plume au sud, de prévenir les Français qu'en cas de débarquement, ils détruiraient les villes avant de se retirer à l'intérieur du pays. Mais les clercs doivent avant tout se préoccuper de l'approvisionnement de cette troupes. Les réserves de vivres de l'expédition ont en effet été entamées pendant le voyage et les 2 navires chargés de l'approvisionnement ont sombré près du Cap Français. À la veille de son entrée en campagne, il fait part à Napoléon de sa situation et veut lui faire partager ses inquiétudes. 2 points. Il n'a en effet pas de vivres pour plus de 2 mois. Le matériel de santé est en mauvais état. Il manque d'officiers pour le génie, de chevaux pour la cavalerie, de transport pour l'artillerie et les réserves de cartouches se limitent à 250 000. Je vous mets ça en parenthèse. Leclerc parvint néanmoins à s'approvisionner auprès des Espagnols, à Cuba, mais aussi des Américains. J'utilise le terme américain, c'est pour vous cibler qui? Les États-Unis. Donc, cette question, vous voyez, c'est toute l'Europe et même les États-Unis. Les États-Unis, c'est stupide ingrat. C'est stupide ingrat. Donc, je vous ai montré dans le numéro précédent que André Rigaud, à l'âge de 18 ans, s'était fait volontaire pour aller combattre pour l'indépendance des États-Unis.
Henri Christophe, à 12 ans, s'était fait volontaire pour aller combattre pour l'indépendance des États-Unis, au point qu'à Savannah, il y a des monuments en mémoire de ce qu'on appelle les chasseurs volontaires de Saint-Domingue. Voilà maintenant pour mater la révolution haïtienne. Les États-Unis ont financé Bonaparte à hauteur de 38 millions de dollars de l'époque. Et puis après, lorsqu'on va parler de liberté, on va nous dire les États-Unis. Et quels États-Unis les questions? Les Noirs? Oui, si vous me parlez des Noirs, ok. Mais les Blancs ne restent autres que des barbares jusqu'à présent. Pourquoi ils ont tué les gens comme Martin Luther? Pourquoi ils ont tué les gens comme Marcus Garvey? Pourquoi ils ont tué les gens comme Malcolm X? C'était toujours pour mater les Noirs. C'est dernièrement là. C'est tout dernièrement, hein, qu'un Noir peut s'asseoir dans un bus sans se lever pour faire place à un Blanc. De quoi on parle des États-Unis? Le peuple de la liberté s'appelle Haïti. La terre de la liberté s'appelle Haïti. Et ce peuple, c'est nous, les Haïtiens. Tribu Lévi. Du peuple Bantou qu'on appelle Israël. Voilà l'hypocrisie des Blancs. Quand vous voyez maintenant les États-Unis envahissent nos pays, disons des ONG qui contrôlent le pays, la ministère qui contrôle le pays, vous pensez l'église, des missionnaires chrétiens, vous pensez que les Blancs sont là pour vous aider, vous les Haïtiens qui m'écoutent en Haïti. Les premiers de qui vous devez vous méfier, c'est les évangéliques, c'est le protestantisme, c'est les chrétiens, les missionnaires blancs que vous voyez entrer chez nous. Il faut qu'on en finisse avec tout ça. Parce que c'est eux qui ont commencé notre malheur avec Colomb en 1492. Et c'est eux encore qui sont jusqu'à présent là, présents. Et on va vous montrer ça davantage. On va vous montrer ça davantage. Nous avons parlé du numéro qui parle de FIC, les Frères d'instruction chrétienne. Allez voir ce numéro. Haïti brise les chaînes, mais reste encore enchaîné mentalement, spirituellement. Et tout ceci, c'est avec l'Église. Donc, rien de bon ne peut nous venir des États-Unis. Parce que c'est notre pire ennemi. Celui qu'on croit être notre frère, oui, les Noirs sont nos frères à nous. Mais les États-Unis sont dominés par les Blancs qui sont nos pires ennemis. C'est ce qui explique pourquoi ils prennent tous nos îles. Toutes nos frontières où il y a des richesses, ils sont au contrôle des Américains. Des États-Unis. Île à Vache au contrôle des États-Unis. La Badie au contrôle des États-Unis. La Navaz, ils ont fait mémise. Et tout dernièrement là, avec ce stupide Matéli, il leur a donné la Gonave. Profitez. Profitez-en. Car le moment va venir. Ne vous inquiétez pas. Il doit également faire face, à savoir de l'éclair. Il doit également faire face, je reprends ça pour vous, l'éclair parvient néanmoins à s'approvisionner auprès des Espagnols à Cuba. Je ne pointe pas du doigt à Cuba, je dis auprès des Espagnols à Cuba. Mais aussi des États-Unis d'Amérique. Il doit également faire face au manque de soldats, puisque déjà 2000 hommes sont hospitalisés pour blessures ou maladies. Pour les remplacer, le général Leclerc se décide à former 9 compagnies coloniales comprenant 1200 anciens esclaves. La mission, le but, l'objectif, c'est la reconquête de Saint-Domingue. La reconquête de Saint-Domingue. Toutes les forces de Napoléon, toutes ses ambitions, c'est reconquérir cet Eldorado. Aujourd'hui, ils nous font croire que c'est l'Europe, le Eldorado.
Ils nous font croire que c'est les États-Unis au point que nos frères se font dévorer dans les forêts de l'Amérique latine, Chili au Brésil, pour aller aux États-Unis. Mais moi, même, le Eldorado. Le Eldorado qui va être détruit dans peu de temps encore. Mais je vous ai dit, mes chers frères, c'est la prophétie qui s'accomplit sur nous. Notre peuple va connaître le malheur. Nous en sommes conscients. Mais notre prière, c'est que le temps soit abrégé. Notre prière, c'est que le temps soit abrégé à cause de nous, les élus du Très-Haut. Pour que cette humiliation cesse. Ce matin, en regardant ce qui se passe, avec une bateau qui s'écoule avec des Haïtiens, voulant aller aux États-Unis, je ne peux m'empêcher de verser des larmes. Mais je prends encore du courage parce que je sais que le moment doit arriver. Si le moment de notre malheur qui a été prophétisé s'est arrivé, le moment de notre délivrance doit arriver et ça va se faire. Que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non, ça c'est votre affaire. Mais notre délivrance, ça va arriver. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les années passées ont couvert notre existence d'humiliation et d'opprobre, les jours à venir nous couvriront de gloire. À la restauration de ce grand petit pays qu'est Haïti, à la restauration de ce grand peuple qu'est les Bantous dispersés à travers le monde, notamment en Amérique. Courage, mon frère. C'est la façon de combattre. La dialectique, c'est la façon de combattre. C'est ma façon de combattre. Et je mène ce combat jusqu'au fil de ma vie. Pour que mon peuple soit libéré. Pour que mon peuple se réveille enfin. Et sache qui il est. Et c'est là, nous allons prendre le chemin du retour. Du grand retour qui nous attend. La reconquête de Saint-Domingue, l'unique objectif de Napoléon. La reconquête de Saint-Domingue, l'unique ambition de l'Europe. La reconquête de cet Eldorado. La plus riche colonie du temps colonial. Regardez la Louisiane. C'est pourquoi quand je vous ai dit, Haïti c'est pas n'importe quelle terre. Pourquoi Haïti? Cet espace de 27 000 km², ou si on prend la République dominicaine, sont environ 78 000 km². Pourquoi tant d'énergie? Pourquoi tant de fougue? Pourquoi tant d'efforts pour récupérer Saint-Domingue? Alors que, à nous comparer avec la Louisiane qui était une colonie espagnole, que Haïti ne représente même pas 10% de la Louisiane. On n'a pas dit que la Louisiane était la plus grande colonie, la plus prospère, la plus riche, la plus importante. Mais pourquoi c'est Haïti? Ce lopin de terre. Parce qu'il y a le peuple de Ya dessus. C'est pas parce que sur les autres colonies, il n'y a pas le peuple de Ya, mais on est le chef. La tribu de Lévi a été dispersée sur cette terre. La grande majorité des Lévites qui ont été dispersés à travers la tête négrière, ils sont en Haïti. Voilà pourquoi cette terre est aussi sacrée, est aussi bénie, fertile. Au point que l'Europe entière n'avait qu'une seule vision, récupérer cet Eldorado. Le 5 février, face à l'attaque des Français, Henri-Christophe évacue Cap-Français, qui était la capitale du Cap, après l'avoir incendié. Comme je vous l'ai dit, le premier acte qu'il a posé, il a incendié sa propre maison. Et il ne restait que 59 maisons sur 2000 à l'issue de cette bataille. L'éclair s'installe dans la ville dévastée. Le 6 février, toujours 1802, Donatien de Rochambeau débarque dans la baie de
Mansni et prend Fort-Dauphin. Boudet prend Port-au-Prince et Léogane, tandis que le général Kervesso, après avoir pris Santo Domingo, la capitale de la République dominicaine actuelle, met la main sur la moitié de l'île espagnole. 12 jours après avoir débarqué à Fort-Liberté, Leclerc est donc maître de tous les ports de Saint-Domingue, à l'exception de Saint-Marc dans l'ouest, où le général Dessalines s'est retranché. Je vous le dis, Dessalines c'est le David. Dessalines c'est le roi David qui ne s'est jamais fléchi devant l'ennemi. Voilà pourquoi l'homme blanc le passe à l'arrière-plan par rapport à Toussaint. Ils vous parlent de Toussaint, mais ils ne vont jamais vous parler de Dessalines. Après, en tant qu'humain sur cette terre, après David qui a été l'homme le plus fort sur cette terre, c'est notre père Dessalines. Plusieurs lieutenants de Toussaint Louverture se sont également ralliés à l'ennemi ou soumis. Mais les troupes de l'ouverture de Toussaint sont loin d'être vaincus. Celles qui ne sont pas rendues, se sont repliées dans les montagnes, en particulier dans les régions de Gonaïve, de l'Artibonite, Mirbalais, où elles disposent d'importantes réserves d'armes. Toussaint Louverture s'est réfugié dans la région de l'Artibonite avec ce qui lui reste de troupes et quelques fidèles officiers. Sa position paraît inexpugnable, puisque pour atteindre ce refuge, les Français doivent s'aventurer dans des gorges au milieu de la forêt tropicale, à la merci des embuscades des rebelles. Retiré dans le canton d'Emery, où il possède de nombreuses propriétés, il se prépare à affronter Leclerc, en dirigeant contre ses troupes des opérations de harcèlement et en créant auprès de la population un climat permanent d'insécurité. Leclerc reçoit de son côté les renforts de Gantom et de Linois, tandis que Bonaparte fait parvenir à l'ouverture une lettre qui lui promettait de garder une autorité sur l'île. Fausseté, utopie, arnaque, hypocrisie. L'arrivée de 6600 hommes en provenance de Toulon et Cadiz, comme on vient de mentionner, permet à Leclerc de compléter son armée et de préparer sa campagne contre Toussaint. Son plan est simple. Il s'agit de forcer l'ennemi à se replier sur les Gonaïves et de l'écraser lors d'une bataille. Il dispose pour cela au nord des 6500 hommes composant les divisions de Jean Hardy, de Rochambeau et d'Em de Fourneau, ainsi que d'une réserve de 1500 hommes placés directement sous son commandement. Il compte en outre sur la division de Jean-François Desbelles, envoyé au secours de Jean Humbert en difficulté à Port-de-Paix. À l'ouest, 600 hommes débarqués au Gonaïves doivent faire leur jonction avec ses troupes et la division de Baudet qui a reçu l'ordre de s'emparer de Saint-Marc, puis de marcher à leur rencontre par le Mirbalais et l'Artibonite. Selon les renseignements recueillis, les forces de Toussaint Louverture sont évaluées. Après les récentes soumissions, ces forces sont évaluées à 10 000 hommes et 2 000 cavaliers, auxquels s'ajoutent des paysans dont l'enrôlement est prévu. Malgré l'équilibre des forces, les troupes françaises souffrent d'une méconnaissance du terrain, de la sécurité du climat et des difficultés d'approvisionnement. Les insurgés, quant à eux, évoluent en colonne légère et savent utiliser les moyens de soutien pour échapper à leurs adversaires ou pour les surprendre, tandis que les Français évoluent à terrain découvert. Le 17 février 1802, Leclerc et les unités que commandent Hardy, Desfourneaux et Rochambeau se mettent en marche.
Les hommes ont chacun 60 cartouches et 6 jours de biscuits, mais les commandants ont été autorisés à prélever sur les habitants les vivres nécessaires. Les soldats de Hardy partent de Cap Français pour s'emparer de Mamlad le 19 février, puis de Emory le 21 février. Bousculant ainsi Christophe qui défend ces deux places avec plus de 1000 hommes et autant de paysans. De Fourneau, partant de Limbé dans le nord, prend possession le 19 février de Plaisance et rejoint Hardy et Henry. 2 jours plus tard. De là, il se dirige vers les Gonaïves que les insurgés ont incendiés avant de prendre la fuite. Rochambeau, partant de la Petite Anse, s'empare le 18 et 19 février de Saint-Raphaël et de Saint-Michel. Puis, afin de rejoindre Hardy et de Fourneau, il prend la direction de l'ouest par la ravine à Couleuvre, d'où le titre de cette émission ou de cette bataille, la bataille de la ravine à Couleuvre. C'est là que Toussaint Louverture l'attend avec 1500 grenadiers, 1200 hommes prélevés dans les meilleurs bataillons de son armée, 400 dragons et plus de 2000 paysans. Le paysage a été semé d'embûches tandis que ces troupes se sont retranchées dans de solides positions dominant la ravine. Un étroit couloir flanqué de montagnes à pic couverts de bois. Mais Rochambeau, après de durs combats, l'emporte, obligeant Toussaint à fuir à nouveau. Maintenant, nous allons voir la deuxième bataille. Parce que la troisième bataille, nous allons voir ça dans un autre épisode. Mais nous allons voir la deuxième bataille, qui c'est la bataille de la Crête à Pierrot. Nous venons de voir que Toussaint avait perdu cette bataille parce qu'il est obligé de s'enfuir à nouveau face à Rochambeau. Maintenant, nous sommes arrivés à la troisième bataille, qui c'est la bataille de la Crête à Pierrot. Leclerc doit encore débusquer le chef rebelle. En 9 jours de combat incessants et marche harassante, Toussaint Louverture, Christophe et Dessalines ont été chassés de leur repère. Mais ils ont pu se replier dans les montagnes des Carreaux. Leur situation géographique en fait une défense naturelle dont l'accès par une plaine étroite, resserrée entre deux chaînes de montagnes sur lesquelles des foutains ont été placés en un premier obstacle. À proximité, 3 petites villes assurent une certaine indépendance économique. Toussaint Louverture y entretient des troupes nombreuses, solidement retranchées et veillant sur des réserves de guerre importantes. S'il a perdu quelques milliers d'hommes à la suite de la reddition de la Plume, Clairvaux, Paul Louverture et Maurepas, il reste un adversaire redoutable. Le 1er mars, les soldats de Rochambeau et de Hardy se dirigent vers les Cahos. Le 4 mars, parce que la bataille de la Crête à Pierrot, je tiens à signaler, c'est du 4 mars et c'est du 4 mars, ou même si on peut mettre ça du 1er mars, mais officiellement c'est du 4 mars au 24 mars 1802. Le 4 mars, Débel s'installe au Verret et tombe sur Dessalines qui se replie en hâte, un fort situé près du village, sur un monte appelé Crête à Pierrot. Je reprends. Le 4 mars 1802, Débel s'installe au Verret et tombe sur Dessalines qui se replie en hâte, un fort situé près du village, sur un monte appelé Crête à Pierrot. D'où le nom de cette bataille, la bataille de la Crête à Pierrot. Poursuivi et attaqué à la baïonnette,
Les rebelles bien abrités par des fortifications et soutenus par l'artillerie du fort. De ce fait, ils tiennent les Français en respect et leur infligent de lourdes pertes. Face à cette résistance, des rebelles qui ne disposent d'aucune artillerie et dont 300 hommes sont déjà hors de combat, décident de se replier et demandent des renforts. Toussaint Louverture a fait de la Crête-à-Pierrot une position stratégique puissante, une pièce maîtresse de son système de résistance à l'armée française. La garnison sous les ordres de Dessalines comprend 1500 hommes et 9 pièces de canon, ce qui fait du fort un obstacle de taille. Avec les troupes de Boudet, Leclerc quitte Port Républicain pour arriver le 9 mars au Verret, tandis que Dungwa, qui a succédé à Débel, arrive à Petite Rivière. Le 11 mars, Boudet passe la Tibonite et se dirige vers la Crête-à-Pierrot pour reconnaître avec quelques tirailleurs les positions à occuper. Ces troupes, apercevant celles de Dessalines déployées en avant du fort, s'élancent mais sont arrêtés par un feu nourri. Dungwa tente alors une opération de diversion sur la gauche de l'ennemi et l'oblige à rentrer dans le fort. Les combats sont rudes et Leclerc se décide à en faire le siège en attendant des renforts pour attaquer. Il fait ainsi venir de Port Républicain 10 canons dont un mortier et demandant à Rochambeau et Hardy de se rendre au Verret où il arrive le 19 juillet. Vous voyez, là où les Dessalines occupaient, c'est tous les généraux, tous les gros potentats se rassemblent pour combattre Dessalines. Boudet s'installe sur la Tibonite, tandis que Rochambeau s'organise sur le sommet de la Crête-à-Pierrot et dirige 7 pièces d'artillerie sur les insurgés. Sur la rive droite de la Tibonite, le chef de brigade, Burke, déploie 400 hommes soutenus par un mortier face à un débouché d'un chemin qui conduit directement au fort rebelle sur lequel l'étang se renferme. Le 22 juillet, Leclerc fait donner son artillerie et après 3 heures de bombardement, Rochambeau s'élance avant d'être arrêté par un fossé hérissé de pieux. Au cours de la nuit du 22 au 23 juillet 1802, le fort est soumis à nouveau au bombardement intense, provoquant des incendies et tuant de nombreux assiégés. Ces derniers commencent également à souffrir de la faim et de la soif. La Martinière, qui a succédé à Dessalines, prépare une sortie. Le 24 mars à 8 h du soir, exécutant une manœuvre habile de diversion, il force le passage entre les hommes de Rochambeau et ceux de Bou. Selon Leclerc, 2250 hommes environ réussissent ainsi à s'échapper, tandis que le reste de la garnison, soit environ 1200 hommes, est tué ou blessé. Les Français sont maîtres du fort, mais ils ont perdu 2 fois plus d'hommes que les rebelles. Ils ont surtout été surpris par la capacité des rebelles à combattre en bataille rangée. Mais qui les a entraînés? Il n'y avait même pas d'école militaire comme ces Européens là. Mais finalement, tu vois, ils ont surpris. Les Français viennent de remporter un succès décisif. L'ouverture a en effet perdu une place forte, des munitions, du matériel de guerre et beaucoup d'hommes. Surtout, son prestige est atteint.
Leclerc, qui a pratiqué l'offensive à outrance, chère à la tactique révolutionnaire, déplore néanmoins la perte de 2000 hommes, tués ou blessés. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont utiliser la ruse pour s'attraper Toussaint. Donc la trappe de Toussaint Louverture. La lutte n'est pas pour autant terminée. La lutte n'est pas pour autant terminée. Et Leclerc poursuit ce qu'il reste des troupes de l'ouverture. Dans le nord, le général Hardy nettoie la plaine de Cap-Français et la région frontalière. Rochambeau, entre Artibonite et les carrosses, est à la poursuite de Toussaint. Boudet pacifie le sud de la colonie. Si Toussaint a été abandonné par la plupart de ses lieutenants, il a encore sous ses ordres environ 5000 soldats et de nombreux paysans qui jouent de leur mobilité et de leur parfaite connaissance du terrain. Les Français contrôlent solidement la partie espagnole et le sud de l'île. Leclerc verrouille l'ouest au sud de l'Artibonite en faisant remettre en état la crête à Pierrot et en y laissant 150 hommes pour garder la plaine du fleuve et le débouché des carrosses. Le problème demeure le nord, où les partisans de l'ouverture essaient de provoquer des soulèvements. Leclerc dispose alors de 7500 hommes, auxquels s'ajoutent 7000 hommes des troupes coloniales noires. Vous voyez, les troupes qui se sont formées. Mais la troupe est épuisée après 40 jours de campagne intense dans la chaleur, sur un terrain difficile et souvent sans recevoir d'approvisionnement. C'est à ce moment que l'ouverture fait parvenir aux Français 2 lettres où il fait part de sa fidélité à la France et se plaint des agissements de Leclerc. Mais il fait toujours régner l'insécurité dans l'île. Leclerc divise alors ses troupes en 2 colonnes légères qui doivent frapper puis se replier. L'une est confiée à Hardy dans le nord et l'autre à Rochambeau dans le sud. L'ouverture veut quant à lui couper les communications entre les 2 colonnes françaises et concentre ses troupes sur 4 objectifs. Les plaines du nord, les Gonaïves, l'Artibonite et les carrosses. Mais Toussaint sous-estime les moyens de son adversaire et sa volonté de vaincre. il faut avoir la colonie, Toussaint. La France veut avoir la colonie. Les rebelles subissent alors de lourdes pertes. Et les lieutenants de Toussaint présentent l'issue du conflit. L'ensemble de ces opérations militaires se déroule au milieu des massacres. Les Noirs tuent les colons blancs tandis que les soldats français massacrent les rebelles. Rapidement, les hommes de Toussaint manquent de provisionnement, de ressources et abandonnent du terrain. Ces lieutenants sont découragés et songent à négocier leur reddition. Celle de Christophe entraîne celle de Dessalines. Seule l'ouverture est contrainte également à la reddition. Je prends ceci. Ces lieutenants sont découragés et songent à négocier leur reddition. Celle de Christophe entraîne celle de Dessalines. Seul Toussaint est contraint également à la reddition. Leclerc lui donne alors le droit de se retirer sur ses terres. Le 2 mai, Toussaint se rend à Cap-Français et s'engage à démobiliser ses troupes, à désarmer ses paysans et à les renvoyer sur les habitations. En 2 mois, Leclerc a atteint le premier objectif fixé par Bonaparte, la soumission des dirigeants rebelles. À présent,
il peut se consacrer à réaliser le second objectif, l'arrestation et la déportation de leur chef, à savoir Toussaint Louverture. Louverture, Toussaint ronge son frein dans son domaine d'Emery. Il entretient des relations suspectes avec des bandes rebelles regroupées dans les Gonaïves et s'entoure de paysans armés. Il sait que la fièvre jaune fait des ravages dans les camps des soldats français, peu habitués au climat tropical. C'est en effet près de 15 000 soldats qui meurent en 2 mois, affaiblissant d'autant le potentiel militaire français. Louverture essaie donc de ranimer l'ardeur de ses lieutenants, mais certains ne veulent pas reprendre la lutte et le dénoncent. Leclerc invite alors Toussaint à une conférence militaire au Gonaïves le 10 juin. Là, il est arrêté avec l'ensemble de ceux qui l'accompagnent. Le vieux général noir est rapidement embarqué sur un navire à destination de la France et enfermé au fort de Joux où il meurt le 7 avril 1803. Deuxième mission accomplie par deuxième phase accomplie de la mission de Leclerc, confiée par Napoléon. Il a fini par soumettre les soldats, les dirigeants noirs. Il a fini par arrêter et faire déporter Toussaint. Maintenant, nous allons entrer dans la troisième phase, qui est la troisième bataille, n'est autre que celle de Vertières. Chez nous, il y a un dicton qui dit « Il n'y a pas deux sans toi ». Il n'y a pas deux sans toi. C'est comme quand on a réussi 2 fois, on peut le faire 3 fois. Mais dans le même sens. Même si on a essayé 1 fois, on a échoué. On a essayé 2 fois, on a échoué. Il faut tenter une 3e fois. Donc c'est ce qui va être la réalité de ce terrain. Où, dans cette phase de la guerre, des guerres pour l'indépendance, où nous allons montrer à la France qu'en dépit du retrait de pas mal de milliers même de généraux noirs, en dépit de la prise de Toussaint, de la capture de Toussaint, avec le nouveau commandant, avec le nouveau général, nous allons maintenant vers la bataille de la victoire. Ça, c'est le prochain numéro. Je vous dis salut.